concitoyens du Congo-Brazzaville, bonjour. Je suis Georges Goma, citoyen congolais, qui m'adresse à vous. Je pense que beaucoup, et tout comme moi, avons pris, n'est-ce pas, la liberté de nous exprimer par ce moyen-ci. Alors, ce qui me vient à l'esprit, le sujet éventuel sur lequel j'aimerais vous entretenir, c'est les rapports que le Congo-Brazzaville entretient avec une puissance occidentale qui est la France. La France a des rapports historiques avec le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas l'objet de cet échange entre vous et moi aujourd'hui. Ce qui focalise mon attention, c'est de nous demander, au fond, de quelle manière est-ce que la France influence, n'est-ce pas, la situation politique au Congo-Brazzaville aujourd'hui et hier également, de sorte que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les suites, n'est-ce pas, les suites de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville qui s'est tenue le 20 mars passé, il y a 3 jours, nous avons beaucoup épilogué sur une sorte d'adversité interne. Une sorte d'adversité interne au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire de voir toujours cette dimension où les Congolais se battent avec des Congolais. Et ce faisant, plutôt que de travailler à la cohésion sociale, à la cohésion des citoyens congolais entre eux et qui peuvent régler leurs problèmes en bonne intelligence, de manière complètement équitable, cette adversité interne, hélas, qui me semble être une adversité qui peut avoir des conséquences très graves, qui a eu déjà des conséquences très graves, parce que la guerre civile, qui est le point d'orgue, n'est-ce pas, de cette adversité interne que nous pouvons avoir au Congo, nous a montré ce qu'elle nous a montré. Très difficile. Mais autant on peut se dire que les Congolais ont aussi cette faculté extraordinaire de se surpasser et puis de parler entre eux. Et certainement de se dire, mais attendez, comment peut-on faire les choses ensemble? Moi, je me souviendrai toujours aussi de la législature Pascal Lissouba aussi, qui était une législature très difficile. On l'a bien vu, il a été élu en 92, en 93, déjà il a des problèmes. On ne veut pas le laisser mettre en œuvre son programme, le programme électoral qu'il a présenté aux Congolais. Et depuis 93, c'était déjà des violences qui avaient commencé, et ces violences sont allées un peu crescendo jusqu'à 97, jusqu'à voir la guerre, jusqu'à voir M. Denis Sassou Nguesso revenir au pouvoir et rester depuis 24 ans, il est là. C'est pas aussi le but, on pourra passer des heures là-dessus aussi, mais ce que j'allais dire, c'est que M. Pascal Lissouba, à certains moments, en prise à des problèmes d'incompréhension entre les Congolais, il a pu faire ce qu'il a pu faire. On se rappellera d'abord, n'est-ce pas, des élections législatives anticipées, où M. Pascal Lissouba a pris le courage de convoquer des élections législatives anticipées, lesquelles élections on a confié la direction non pas à M. Pascal Lissouba et son camp, mais il a donné la direction, n'est-ce pas, de cela au camp inverse.
Ça, je crois que c'est des leçons de l'histoire qu'il faut toujours ramener à la surface. C'est des cas jurisprudentiels qui sont passés et qu'il faut aujourd'hui ramener à la surface. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais là, on peut comparer des choses. Il y avait un chef d'État qui avait le pouvoir de décider des choses, et puis là aussi, nous avons un pouvoir qui a la capacité de décider des choses. Donc, autour de M. Pascal Lissouba, eh bien, il y a on convoque les élections législatives anticipées, et M. Lissouba donne la direction de cela à l'opposition, à des gens qui sont opposés à lui, et ce n'était pas tout. Le gouvernement de transition, à l'époque aussi, il a donné 60% à l'opposition, il a gardé 40%. Alors, je crois que les Congolais devaient s'en souvenir. De temps en temps, ne pas avoir la mémoire courte pour comprendre un peu les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, là, je m'étends un peu sur l'adversité interne, alors que je m'étais proposé de parler un peu de cette adversité, haute adversité, qui est une adversité externe. L'adversité externe, c'est notre rapport à la France. La France qui est le partenaire économique du Congo depuis historiquement parlant. Je ne reviens pas s'il y a beaucoup de choses à dire, hein, depuis les années 60, les années 70, l'éruption de Elf dans l'exploitation du pétrole au Congo-Brazzaville, dans les années, la fin des années 60, début des années 70, tout ça, on le sait. Et on comprend très bien aujourd'hui, évidemment, l'importance, finalement, il faut parler de l'importance du Congo dans l'économie de la France. Vous savez, quand on parle du produit national brut, c'est un concept qui s'utilise de moins en moins, le produit intérieur brut, l'ensemble des valeurs qui sont produites par les entreprises françaises à l'intérieur du pays, et le produit national brut, en fait, l'ensemble des valeurs qui sont produites par la France à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays. Donc voilà ces indicateurs de l'économie qui font l'économie de la France. Donc c'est aussi le courage désormais de ne pas voir seulement l'adversité interne au Congo-Brazzaville, mais cette adversité interne est intimement articulée à l'adversité externe que nous avons avec les autres puissants. Il n'y a pas que la France, je veux le dire, il y a aussi l'Italie aussi qui était bien implantée au Congo-Brazzaville, il y a le Portugal aussi au Congo-Brazzaville, je crois qu'il y a un individu qui a été mis en prison de par le bas ou je ne sais pas quoi là, il y a aussi les États-Unis aussi qui ont, il y a la Chine aussi qui ont des rapports. Donc c'est s'interroger aussi dans quelle mesure un peu ces rapports qui sont beaucoup plus des rapports économiques parce que les pays qui viennent exploiter les matières premières au Congo-Brazzaville, ils ont une mission. La mission est fondamentalement économique. Ils veulent entretenir, n'est-ce pas, leurs économies chez eux. Et pour entretenir cette économie chez eux, eh bien, comment dire, il faut mettre, c'est comme une mécanique, la mécanique économique, mais il faut mettre de l'huile dans cette mécanique-là. Il faut mettre pour que l'engrenage puisse, n'est-ce pas, fonctionner correctement, pour que ça tourne. Mais l'huile à mettre dans cet engrenage, dans ce moteur qui doit tourner, eh bien, c'est l'huile, c'est le pétrole. L'huile, c'est le gaz naturel. L'huile, c'est le diamant. L'huile, c'est le bois, des essences rares. L'huile, c'est l'or. L'huile, c'est l'énergie solaire aussi. Vous êtes sans ignorer que l'Afrique aussi regorge, après le pétrole quand même, on va penser beaucoup sur les autres énergies, mais il y a beaucoup de soleil en Afrique. L'énergie solaire, par exemple, a été pensée comme une denrée qui pourra alimenter l'Europe. Vous savez, les périodes froides, nous sommes au Canada, les périodes froides, on sait ce que ça veut dire, hein, mais il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Donc le soleil que nous avons en Afrique peut évidemment, n'est-ce pas, entretenir l'économie des pays occidentaux. Alors, revenons donc sur la France, parce que là, il faut bien que les Congolais aussi prennent l'habitude de dire ce qui est. Ce qui est. On a vu, n'est-ce pas, le mouvement de M. François Hollande, qui est devenu mémorable, n'est-ce pas, qui avait promis aider les pays africains à aller vers beaucoup plus de démocratie et qui a beaucoup menacé les dictateurs, n'est-ce pas, de continuer à agir, à se comporter comme vous avez l'habitude de faire par un temps passé qui qu'on pensait était devenu un temps obsolète. Et donc la France, voilà, cela est très important aussi de dire ouvertement que les méfortunes, les mésaventures que nous vivons au Congo-Brazzaville, qui résultent parfois sur des tueries à grande échelle, ben, il arrive aussi qu'on trouve la relation du rapport avec la France. Donc,
ça, c'est des choses sur lesquelles, et désormais, puisque nous cherchons la vérité, on ne peut pas chercher quelque chose en dehors de la vérité. Hein? Tout élan, en fait, intellectuel par rapport à ces choses-là, tend vers la recherche de la vérité. Et si, évidemment, on veut régler un problème et qu'on passe la vérité de côté, eh bien voilà, on ne fait que créer d'autres problèmes. Voilà, donc je pense que cette dimension de la chose, ce n'est pas, il ne faut pas, vous savez, la France, la place de Paris notamment, c'est une plaque tournante. C'est une plaque tournante. On aime Paris, on a tous vécu à Paris. Mais ce Paris-là, eh ben, c'est toute une complexité, ce Paris-là. Hein? Les notables du pouvoir viennent à Paris, les opposants sont à Paris, et puis ben, Paris aussi, c'est un espace de recrutement aussi. De recrutement aussi bien par rapport au pouvoir français. Et qui toujours a un mot à dire par rapport aux dignitaires politiques qu'on veut mettre en Afrique. Et ça, on pensait que c'était une habitude du passé, mais il semble que par d'autres manières, d'autres moyens certainement, la France continue à exercer, n'est-ce pas, cette influence qu'on peut dire, une influence néfaste, et qu'on aimerait que ça soit vraiment une influence qui puisse un peu avoir un peu comme du 1789, je veux dire 1789, la Révolution française, de par les valeurs, n'est-ce pas, que la France a acquises à partir de ce grand mouvement qui a fait taire la royauté pour créer, en fait, commencer le processus de création de la République. Donc, on aurait pensé que l'influence de la France aussi soit un peu en insufflant un peu ces valeurs de 1789 avec tout ce qu'il y a comme humanisme et ce qu'il y a comme universalisme. Donc, désormais, pensons aussi à cela. Merci pour cette partie et nous reviendrons sur la suite de cette thématique-là. Merci.